13 janvier, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Information. Voyons tout de suite les titres que nous allons développer. À quelques mois des épreuves de surf des Jeux Olympiques, Teahup s'offre une nouvelle passerelle. Conçue pour résister au temps et aux aléas climatiques, le nouvel ouvrage devrait être ouvert à la circulation piétonne rapidement. Les toutes premières assises de l'archéologie polynésienne s'ouvrent demain dans un hôtel de Fa'a. L'occasion de rappeler au grand public le rôle clé du patrimoine archéologique dans la recherche en sciences humaines. Pour nous en parler davantage, nous recevons ce soir le responsable de la cellule patrimoine culturel pour le pays, Anatawari Tamari, est notre invité. Puis nous vous emmènerons à une session nocturne de pêche aux langoustes. Prisé des consommateurs, le crustacé se vend jusqu'à 4 500 francs le kilo. Un tarif qui s'explique notamment par la rareté du produit qui ne cesse de s'accentuer. Et enfin, nous vous proposerons une rencontre avec un personnage unique en son genre, le phénomène Pouachouf. L'artiste qui cumule des millions de vues sur ses plateformes a régalé le public du festival Redaka ce week-end. À Teahup, le premier ouvrage réalisé dans le cadre des Jeux Olympiques sera bientôt terminé. La nouvelle passerelle reliant les deux rives de Tirhei et de Faoro est en cours d'installation. Ce matin, les autorités ont fait le point sur l'avancement du chantier. Esther Parocordet était sur place. Une passerelle flambant neuve en acier marron d'une longueur de 45 mètres prend forme au-dessus de la Tirhei. Il n'y a pas de grosses poutres en dessous pour assurer sa stabilité. Les deux pieux servant à l'installation de l'ouvrage seront retirés dès ce mois de janvier. Posée la semaine dernière, cette passerelle piétonne permettra d'enjamber la Tirhei jusqu'à la rive de Faoro d'ici le mois d'avril. Il nous reste encore quelques travaux à effectuer avant d'ouvrir la passerelle à la circulation, notamment la finalisation des soudures, mais aussi la pose des structures béton et la pose des garde-corps. Finalement, les travaux ne devraient durer que 13 mois au lieu de 16, inscrits initialement. Cette future passerelle permettra de sécuriser l'accès au site olympique des Jeux, mais pas seulement. Ce pont a été conçu pour résister au temps et aux aléas climatiques. C'est important de pouvoir offrir une structure qui soit à la fois dimensionnée pour des crues centenables, mais également qui soit assez solide pour permettre le passage en toute sécurité. C'est une très bonne chose que cette passerelle puisse avancer au plus vite et aujourd'hui on est très content que les travaux avancent. C'est vrai qu'au départ il y avait quelques personnes qui ont respecté un peu à cause des pieux qui ont été mis au milieu de la rivière, mais ces pieux-là ont été mis en place pour pouvoir raccorder les deux extrémités des ponts. Mais une fois c'est fini, donc ces pieux-là vont être tout démontés, vont être tout nettoyés. Fragilisée, vieillissante et trop chère à reconstruire, la passerelle du PK0, empruntée par plusieurs centaines de surfeurs du monde entier, sera démontée. C'est une première en Polynésie. La direction de la culture et du patrimoine organise les assises de l'archéologie polynésienne qui commencent demain et qui se tiendront sur 3 jours. L'occasion de rappeler au grand public la richesse du patrimoine archéologique et son rôle clé dans la recherche en sciences humaines. Une trentaine de spécialistes sont attendus, dont des archéologues, des professionnels de terrain ou encore des responsables de différents services administratifs. Parmi eux, Anatawari Tamari, responsable de la cellule patrimoine culturel. Il est sur notre plateau. Bonsoir. Alors, votre service organise donc les premières assises de l'archéologie. Il sera question de protection de sites polynésiens, de la valorisation et médiation culturelle et d'archéologie préventive. Avant toute chose, peut-on expliquer au grand public l'objectif de cet événement ? Oui, alors l'objectif de cet événement, c'est finalement de fournir un lieu de rencontre, un lieu de discussion entre les différents acteurs qui structurent aujourd'hui l'archéologie en Polynésie française, afin à terme de proposer une feuille de route pour le pays, une politique culturelle et notamment sectorielle en matière d'archéologie. Et on parle donc d'archéologie préventive. Peut-on la définir pour nos téléspectateurs ? Oui, à l'inverse de l'archéologie programmée, ce qu'on appelle l'archéologie préventive, c'est l'archéologie de sauvetage ou d'urgence. C'est celle qui est organisée pour préserver, lorsqu'il y a des aménagements, des travaux, préserver ce patrimoine archéologique qui peut être affecté, voire détruit. Il s'agit donc là de lui donner plus de place. Pourquoi cela ?
Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve face à des situations de destruction de sites ou de détérioration. Et aujourd'hui, il est important de questionner les professionnels en matière d'archéologie afin d'établir, comme je disais, une feuille de route et des actions à mettre en place dans les années à venir pour justement structurer la discipline. En plusieurs décennies, les travaux de nombreux chercheurs ont permis de répondre à certains questionnements sur la société polynésienne. En Polynésie, est-ce que cela a suscité de l'engouement chez nos jeunes? Et je vous pose la question à vous-même qui incarnez cette nouvelle génération d'archéologues. Oui, oui, bien sûr. Effectivement, depuis maintenant plus de 40 ans, il y a un certain nombre de programmes archéologiques qui sont menés sur notre territoire et participent à ces programmes, bien sûr, des Polynésiens qui sont volontaires à la base et qui ensuite poursuivent des études pour devenir des archéologues à part entière. On parle des enfants du Fénois, mais lorsque des étrangers mènent des fouilles, parce qu'on le sait, il y a des chercheurs d'ici, mais aussi d'autres contrées, comment cela est interprété par le grand public? Alors c'est tout l'objet des assises justement, hein, c'est d'apporter des éléments de réponse, des éléments de contexte à tous ces questionnements de relations entre les archéologues et les populations locales des différents archipels. Et ça induit derrière la notion d'éthique, d'honnêteté de la part de l'archéologue et cette relation étroite qui doit être tissée entre l'archéologue et les populations locales, que ce soit au début du programme archéologique, mais également à la fin, lorsqu'il est question de restitution des résultats, puisque voilà, un archéologue a nécessairement besoin des populations locales pour travailler sur ces îles-là. Vous parlez de cette relation entre les archéologues et la population. C'est un peu ce qui s'est passé à Oahuka, il me semble. Oui, à Oahuka, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais effectivement, c'est l'île qui est, d'un point de vue archéologique, on pourrait dire la mieux documentée à l'heure actuelle. Et on sent donc à Oahuka cette sensibilité que la population a pour l'archéologie. Parce que voilà, c'est une terre d'archéologues, hein, on pourrait qualifier ça comme ça. Puisqu'aujourd'hui, il y a pas moins de 5 salles patrimoniales qui ont ouvert leurs portes sur cette petite île des Marquises. Et d'une manière générale, hein, dans l'archipel des Marquises, on a quand même un engouement particulier pour l'archéologie. Et ça s'explique par cette volonté de la part des populations locales d'apprendre un peu plus de leur histoire. Et donc voilà. Est-ce que vous avez de la demande d'autres îles, par exemple, d'autres archipels? Oui, et de manière générale, on a une demande qui émane de des 5 archipels de notre territoire. Après, il est question maintenant de disponibilité et de montage de projets. Et derrière les montages de projets, il y a une question qui revient, c'est celle du financement. La DCP, la Direction de la Culture et du Patrimoine, travaille depuis quelque temps sur un outil numérique qui facilitera vos travaux. Il s'agit d'un logiciel qui centralise la carte ethnologique et archéologique de la Polynésie. Il devrait être opérationnel au premier trimestre de cette année. Qu'en est-il ? Effectivement, donc cette carte, elle va être officiellement présentée lors des assises de l'archéologie, donc à partir de demain. Et l'idée, c'est de fournir finalement aux différents services du pays un outil numérique afin de mieux gérer ensemble le patrimoine archéologique de notre territoire. Parce que l'idée de cette carte, finalement, c'est de localiser l'ensemble des sites qui ont été jusqu'à aujourd'hui répertoriés, environ 5100 sites sur l'ensemble de notre territoire, avec une certaine disparité en fonction des archipels. Mais voilà, aujourd'hui, l'idée, en tout cas, c'est d'apporter un outil de gestion du patrimoine archéologique de notre territoire. Sera accessible au grand public également? Alors dans un premier temps, non, parce que l'idée, il y a quand même tout un questionnement derrière d'accès à l'information, puisqu'il y a un nombre incalculable de sites qui sont situés sur des terres privées. Et l'idée, c'est pas de rendre accessible à tous, bien sûr, mais en tout cas, dans le cadre de l'instruction de dossiers administratifs et notamment de permis de construire, l'idée, c'est de pouvoir faciliter, en tout cas, et rendre simple les choses. Alors, il y a un autre sujet sur lequel on voudrait vous interroger, c'est le dossier des îles Marquises, qui est donc la candidature des îles Marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO. La candidature devrait être examinée par le comité du patrimoine mondial en juillet. C'est en bonne voie, donc ?
Oui, c'est en bonne voie. Alors effectivement, la candidature sera examinée par le Comité du patrimoine mondial en juillet 2024 à New Delhi, en Inde. Et donc effectivement, a eu lieu en octobre 2023 la mission d'évaluation des 2 organismes consultatifs de l'UNESCO, à savoir l'ICOMOS et l'UICN. Et au terme de cette mission, les experts ont fait part de leur enthousiasme par rapport à ce dossier. Donc tout n'est pas encore terminé. Nous sommes en phase de réponse aux derniers questionnements issus de l'UNESCO, et ensuite on croisera les doigts pour juillet. Oui. Anatawari, merci pour tous ces éléments de réponse. Je rappelle que les assises se tiendront du 16 au 18 janvier dans un hôtel de Fara. Et juste pour rajouter une dernière chose, les assises ne sont pas ouvertes effectivement à tout le monde, puisque des invitations nominatives ont été adressées. Voilà. Merci Anatawari. Merci. La loi fiscale adoptée le 13 décembre dernier attaquée en justice. L'Ordre des avocats du barreau de Papeete a déposé un recours devant le Conseil d'État. Il vise notamment l'article 4 qui retire aux avocats la possibilité d'établir certains actes dans le domaine immobilier. Ces actes seraient ainsi exclusivement réservés aux notaires. Selon les avocats, cette réforme constitue un manque à gagner. Nous écoutons les précisions du bâtonnier Dominique Bourrian. Il est interrogé par Emma Mathieu. On va supprimer la possibilité aux avocats de faire des cessions de parts sociales dans le cadre de ces sociétés civiles immobilières ou autres sociétés au profit des notaires, exclusivement. Donc on exclut les avocats. Et ça, on ne peut pas l'accepter puisqu'on a un texte qui permet de le faire, et c'est une atteinte à notre métier. Avis aux amateurs de langoustes, leur pêche est autorisée jusqu'à la fin du mois de janvier. Cette espèce de crustacé est très prisée des consommateurs malgré son prix, jusqu'à 4 500 francs le kilo. Un tarif qui s'explique par sa rareté, une rareté qui ne fait que s'accentuer selon les pêcheurs qu'Indieb a accompagnés lors d'une session nocturne du côté de Mateya. Regardez. Des palmes, une super lampe torche sous-marine et des gants indispensables pour attraper les langoustes, c'est dans l'obscurité de la nuit, le long du récif côté large, que Hiro et Heifara quadrillent la zone à la recherche du précieux sésame. Pour moi, la langouste, c'est de la valeur, quoi. Failles, crevasses, trous, en profondeur, les moindres recoins sont scrutés. Mais les plus petits crustacés peuvent se rassurer, le prélèvement des spécimens en dessous de 20 cm est interdit. Et pour lui laisser le temps de se reproduire, sa pêche est interdite de février à avril. Mais pour Hiro et Heifara, le rahui est trop court, la langouste n'a pas le temps de croître. À l'époque, je pouvais taper 35 kilos tranquille, quoi, ne pas revenir jusqu'à l'aube. Je pouvais revenir jusqu'à, en gros, 2 heures du matin. Surpêché, de plus en plus dur. Avant, il y a 3 ans, tu pouvais sortir facilement 30 kilos. Hein. Maintenant, tu patauges toute la nuit dans l'eau pour sortir 10 kilos. Hein. Résultat, les langoustes se font de plus en plus rares. Les 2 pêcheurs sont obligés d'étendre leurs recherches sur une plus grande distance. Ça fait plusieurs années qu'on est déjà dans le stade critique, qu'on tape déjà dans le rouge, on est déjà en réserve. Il y a un moment donné, ça suffit, quoi. Il faut taper du poing sur la table pour modifier tout ça. Changer la mentalité de tout pêcheur. J'appelle tous mes copains professionnels qu'on se réunisse à partir de février, dès que la langouste sera fermée. On va organiser notre réunion. Je rejoins le même point de vue de mon copain, pas assez de temps de fermeture. Hein. De 19 à 2 heures du matin, après avoir parcouru plusieurs kilomètres, nos 2 pêcheurs reviennent avec tout de même une vingtaine de kilos de langoustes et de belles prises. Un butin déjà vendu avant même d'avoir mis la tête sous l'eau. Le tama, quoi. Et voilà, maroulout fatou, comme on dit. Et la richesse des eaux polynésiennes attire bien au-delà de nos frontières jusqu'à Paris. La capitale de l'Hexagone vient d'accueillir durant 4 jours le Salon international de la plongée. Parmi les 400 exposants présents, on comptait quelques représentants de notre destination, une des plus belles au monde pour s'adonner à la passion de la plongée. Ina Notali et Wallis Glaise étaient sur place. Démarcher, convaincre, créer le désir chez les visiteurs. À ce jeu-là, Tahiti Tourisme n'a pas lésiné sur les renforts. 16 clubs de plongée, chacun couvrant l'ensemble du territoire polynésien, sont présents. Objectif,
prouvaient que la Polynésie est une destination premium pour la plongée. D'abord, c'est le plaisir de la découverte. Vous savez, à partir du moment où on a un certain pouvoir d'achat et qu'on peut commencer à voyager, on va essayer de découvrir autour de nous ce qu'il y a. Et puis, on a toujours des images qui arrivent. L'image de la Polynésie a quand même beaucoup été expédiée à travers le monde depuis très longtemps. Et je suis suffisamment depuis longtemps en Polynésie pour savoir quel budget on y a mis. Ça paye aussi. Je veux dire, tout doucement mais sûrement, à un moment donné, ça commence à faire son petit bonhomme de neige et la boule commence à grossir. Au Fénois, les visiteurs viennent pour des durées de séjour assez longues, 3 semaines en moyenne pour découvrir les fonds marins dans la 50aine de clubs de plongée que compte le territoire. La morosité économique du Covid est bien loin. La plongée en Polynésie ne s'est jamais aussi bien portée. On a eu une année record, on a eu, je crois, les retombées du travail qu'on a entrepris depuis 4 ans, où avec Tahiti Tourisme, on a mis en place une repositionnement de la plongée. On a expliqué au monde entier que la Polynésie, c'est dans le top 5 mondial, que c'est une destination où les gens viennent pour la plongée. Donc on a communiqué là-dessus, on voit sur le stand les photos, la communication sur la plongée, et ça paye aujourd'hui. Ça fait 2 ans qu'on est sur la plongée à Paris, à l'entrée principale, on est le plus gros stand à l'entrée. Et voilà, la Polynésie prend sa place sur le marché mondial de la plongée et les centres le ressentent par la fréquentation qu'on a. On fait des années record sur record. La tendance se vérifie pour le Fénois, avec une augmentation de 25% de fréquentation dans les centres de plongée en 2023 par rapport à l'année 2022. Les professionnels de la plongée prennent même des réservations pour l'année 2025. Le salon permet aussi de renouer avec une clientèle française très prisée. Marc et Christian ont l'habitude de plonger au Fénois. Ce qu'on veut, c'est des plongées assez tranquilles avec un moniteur un peu spécifique, des palanquets de maxi 4 personnes. Et on arrive facilement à Tahiti à trouver des gens comme ça, où on arrive à faire vraiment les plongées que l'on souhaite. Voilà, pas d'usine à plonger, on cherche des trucs un peu personnalisés et où on choisit aussi nos plongées. À noter que la plongée représente toujours un vecteur d'attractivité sur l'hébergement et la restauration. Autre aspect que Thibaut Gachon souhaite mettre en avant, la formation de plongeurs locaux. Aujourd'hui, notre gros enjeu aussi, c'est de former des jeunes Polynésiens pour être moniteur de la plongée. On a la chance d'avoir un diplôme local qui a été créé pour la plongée. Maintenant, il faut qu'on encourage les vocations, qu'on encourage les jeunes Polynésiens à venir faire ce métier-là parce qu'ils sont très doués pour ça. Et donc on y travaille tous les jours et donc ça arrive, ça c'est en train de prendre forme. Attirer encore et encore de nouveaux visiteurs, le message est lancé et bien capté. Un autre rendez-vous important et incontournable pour le tourisme polynésien est prévu, le Salon de l'agriculture fin février à Paris. On revient au Fénois où était organisé ce week-end le festival Redaka. Parmi les artistes invités sur scène, le phénomène Pouachou que l'on ne présente plus. Devenu viral sur les réseaux sociaux, il inonde les ondes du Fénois et ses chansons ambiancent la jeunesse polynésienne. Il s'est arrêté quelques minutes pour une interview dans nos locaux. Vous verrez que même face caméra, l'artiste est fidèle à lui-même. Je vais te faire des prises de jiu-jitsu. Tu sais que je suis bon au main Gensu. 696 Night au rendez-vous. Celui qu'on surnommé Pouatoro est désormais connu sous le pseudonyme de Pouachou. Jason Perret, 28 ans, crée le buzz avec ses titres et ses collaborations avec d'autres artistes du Fénois. Il se fait connaître des années auparavant grâce à des featurings co-signés par DJ Deezer ou encore DJ Vista. Mais la musique fait son entrée dans la vie de l'auteur-compositeur bien plus tôt. C'est à la messe, enfin, mes grands-parents ils me foutaient à l'église là. Et là-bas on chantait beaucoup, tu vois. Mais voilà, ça vient, je pense, ça vient de là. C'est thérapeutique aussi, brother. Tous les gens qui sont tristes, c'est bon pour la santé. Certaines chansons de Pouachou comptent plusieurs centaines de milliers d'écoutes sur ces plateformes. Un style peu orthodoxe, un timbre de voix facilement reconnaissable et des mélodies entraînantes. Ce mix fait toute l'originalité du personnage. Quant aux paroles, si elles tombent parfois dans la vulgarité, elles sont surtout le fruit d'une improvisation totale. D'abord, je mets l'instrumental, après je chante dans le pataha, brad. Voilà, je chante quelque chose qui veut rien dire, brad. Après, quand c'est fini enregistré, je cherche les paroles. Mais en vrai, c'est que du sacra, brad. Je savais pas que les enfants, ils allaient écouter ce truc, brad. Je savais même pas que ça allait balancer partout, tu vois. Mes prochaines zigs, c'est sûr que, voilà, je fais gaffe à ce que je vais sortir de ma bouche, quoi. Pas de gros mots et pas de trucs vulgaires. Enfin, on va essayer.
Avec plus d'une dizaine de morceaux dans sa playlist, Pouachou est particulièrement sollicité pour des prestations en soirée et même dans les îles. Et l'auteur-compositeur ne se limite pas au Fénois, il s'envolera pour le Caillou au mois de mars. Allez, ciao! Voilà, c'est sur ce portrait que l'on termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, place à votre série Master Crime, suivie d'enquête exclusive. Excellente soirée à tous et à demain sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.